Salut YouTube! Alors aujourd'hui on va voir comment aider votre ado à faire ses devoirs, comment le motiver et on vous dit ça juste après le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose une interview d'Elodie Bell, professeure d'anglais et consultante en neuroéducation. Elle va nous parler des apprentissages et plus spécifiquement des devoirs à la maison. J'espère que cet épisode pourra vous aider. Bonjour Elodie! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis professeure certifiée d'anglais de formation et je suis formée aux neurosciences cognitives depuis 3 ans. Je propose donc un accompagnement personnalisé des apprentissages. Il s'agit d'apprendre à apprendre, ni plus ni moins, hein. J'accompagne les adolescents à s'organiser dans leur travail, à mémoriser les leçons, à s'entraîner et à planifier les entraînements successifs. On analyse également ensemble les évaluations reçues. On détermine les points forts, les points faibles, souvent récurrents, ce qui permet de progresser. On régule également le stress avant les évaluations, après les évaluations, pendant les évaluations. Et on régule également, pour terminer, la motivation et les phases aussi de démotivation qui surviennent très souvent tout au long d'une année scolaire. Donc ça s'adresse à des élèves de primaire, de secondaire, mais aussi à des étudiants. Et les motifs les plus récurrents de consultation sont effectivement l'organisation des devoirs, la préparation des évaluations et tout ce stress qui est lié aux évaluations, mais aussi aux notes reçues. Qu'est-ce qu'on en fait de cette note? Voilà. Super, eh ben, merci beaucoup. En tout cas, ça a l'air d'être un sacré chantier pour eux. Alors, peux-tu nous expliquer ce que c'est la neuroéducation, s'il te plaît? Alors la neuroéducation, c'est accompagner les apprentissages à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau des adolescents, des jeunes adultes, mais aussi des enfants. On sait aujourd'hui ce qui favorise les apprentissages et on sait ce qui bloque les apprentissages. On sait aussi le rôle important des émotions dans les apprentissages, ce qui était très peu pris en compte auparavant. Donc, la neuroéducation permet de pallier les difficultés d'apprentissage. On a des indicateurs assez fiables, hein, qui sont souvent les résultats qui sont soit trop faibles, soit en baisse. Et donc de remettre les ados, les élèves, les étudiants en situation de réussite. D'accord. Mais on peut également, grâce à la neuroéducation, booster les capacités et les aptitudes déjà présentes pour optimiser ces résultats en vue d'un concours, d'un examen ou même du fameux Parcoursup. Ce fameux Parcoursup. Alors, maintenant que l'on en sait un peu plus sur la neuroéducation, peux-tu nous expliquer comment fonctionne le cerveau de l'ado au moment de l'apprentissage, surtout, s'il te plaît? Alors, au moment des apprentissages, on sait que la période de la puberté, donc la période de l'adolescence, hein, est une période de croissance neuronale, mais également une période d'élagage, c'est-à-dire que le cerveau fait le ménage. Il va conserver les connexions qui sont les plus utilisées et il va les renforcer. Mm. Et les connexions les moins utilisées vont s'affaiblir et vont être même éliminées. D'où l'importance des répétitions, l'importance de l'entraînement lors des devoirs, parce qu'on sait que les expériences répétées seront conservées et stockées par le cerveau. Les entraînements fréquents, c'est vraiment la clé, hein. Pour les D'accord. devoirs et les évaluations, à mon avis, c'est la clé. Mm. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau se reconfigure en permanence, notamment en cette période d'adolescence. Mais attention, on sait que les cerveaux d'adolescents ne sont pas matures. Ils seront matures qu'à 25 ans. Donc, ils sont en proie aux émotions, toutes les contrariétés, tout le stress, les premières amours, tout ce qu'ils ont vécu dans leur journée va les perturber au moment des apprentissages le soir, lors des devoirs à la maison. On sait aussi qu'ils sont très sensibles aux distracteurs, les écrans et autres, smartphones, musique,
pendant les devoirs, c'est très, très difficile pour eux de résister parce qu'ils ne sont pas matures. Le cerveau n'est pas câblé pour résister à tout ça. Et on sait également qu'ils fonctionnent à la récompense immédiate. D'où le succès des jeux vidéo et des réseaux sociaux avec tous les likes et les commentaires qui vont arriver dès qu'on a posté quelque chose et qui permettent une décharge de dopamine. Et cette dopamine, c'est l'hormone de la récompense et les adolescents en sont très friands. Donc il vaut mieux faire un jeu vidéo ou avoir un like sur un réseau social que faire les devoirs où la récompense va arriver bien plus tard. Ce qui est totalement compréhensible. Totalement. Donc on sait que l'environnement est important pour apprendre correctement. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner à ce sujet pour vraiment optimiser cet environnement et cet apprentissage? Alors on sait que l'environnement est important, notamment au moment des devoirs. On est à la fin de la journée, très, très souvent. On est après une journée de collège, de lycée. Donc les adolescents sont fatigués, donc il faut un environnement propice au travail, sinon ça sera juste pas possible. Donc pour favoriser les apprentissages, l'environnement doit être ce qu'on appelle connu et rassurant. Le cerveau aime le connu et le rassurant. Donc très souvent, il va s'agir de la chambre dans laquelle se trouve le bureau. Mais si jamais l'adolescent partage sa chambre avec son frère, sa sœur ou quelqu'un qui pourrait le distraire, car on sait qu'ils sont sensibles aux distracteurs, il va devoir trouver un endroit où il va être au calme, relativement éclairé, que les yeux ne peinent pas pour déchiffrer les textes pour le bac de français, et loin des cris, des pleurs des petits frères, des petites sœurs, ou d'un écran qui serait allumé, ou d'une musique de notre ado dans la maison. Donc dans un endroit calme, connu, rassurant, et le plus proche possible aussi d'une fenêtre. La fenêtre présente deux avantages. D'abord la lumière naturelle, quand il fait encore jour, hein, bien sûr. Ça permet également une pause, ce qu'on appelle une pause cognitive réparatrice. C'est-à-dire que le fait de regarder dehors, de la nature, si possible, un jardin ou de la forêt au loin, ou même un coin de ciel, si on a un bâtiment en face, Ouais. ça permet de ressourcer très rapidement le cerveau. C'est ce qui manque aux astronomes qui sont dans l'espace, c'est-à-dire que quand ils regardent par leur hublot, ils ne voient que du noir la plupart du temps, et c'est très difficile pour eux, et ils disent que c'est une cause de dépression. Donc l'attention réparatrice, regardée par une fenêtre, c'est très 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 utile. Le bureau ou la table sur laquelle on travaille doit être rangé, peu chargé et sans distracteur. Pas de smartphone à portée de main. Et si on est dans la chambre, éviter les murs couverts de photos des soirées ou des amis ou de la famille ou du toutou préféré. On garde ces photos pour d'autres murs, pas celui en face du bureau. Ce sont des distracteurs. Hmm. On prévoit aussi des petits conforts, des petits réconforts. Ça peut être une boisson chaude, ça peut être un vêtement qu'on enfile dès qu'on est rentré à la maison, ça peut être une odeur qu'on diffuse, des huiles essentielles, ou pour les plus jeunes, le stylo favori pour faire les devoirs, ça aide bien. C'est ce qu'on appelle tout ça l'ergonomie cognitive, c'est-à-dire qu'on se met à l'aise pour travailler et le cerveau reçoit le signal de je suis suffisamment confortable pour me mettre au travail. D'accord. Super, c'est hyper intéressant, merci beaucoup. Et de rien. Est-ce que tu as du coup des options pour les parents, pour les aider sur cette lourde tâche, pour les accompagner à soit motiver leur ado, soit les aider pour faire les devoirs? Est-ce que tu as des petites astuces pour eux, s'il te plaît? Alors oui, c'est un motif de consultation régulier, c'est-à-dire comment je peux le mettre à faire au devoir, comment faire en sorte que ça se passe bien, comment faire en sorte d'apaiser les tensions familiales. Effectivement, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les parents. Alors, il faut savoir que le parent doit pratiquer ce qu'on appelle l'exigence bienveillante, c'est-à-dire que c'est à lui de le mettre au travail, de mettre son ado au travail. Alors, évidemment, si l'ado est en autonomie, mais ça, on en parlera plus tard, c'est un petit peu moins le cas, mais pour les enfants un petit peu plus jeunes, les jeunes ados, c'est aux parents de le mettre au travail. D'abord, il s'agit de les encourager. Vraiment, ça, c'est très important. Le cerveau aime les encouragements. Il faut insister également sur l'effort et non pas sur le résultat. Encore une fois, ils sont dans l'immédiateté. Donc, leur parler de résultats trop loin, c'est pas la peine. L'effort qu'il va fournir là, dans 5 minutes, ça peut leur parler. Et c'est une valeur à transmettre aussi, l'effort. Mettre en place des objectifs, pas trop loin dans le temps,
et mettre en place une sorte de contrat de confiance. C'est-à-dire qu'on va, de confiance et de récompense aussi, parce qu'ils sont très sensibles aux récompenses. On évitera tout ce qui est de l'ordre de la nourriture. Mmh. L'ado a tendance à se récompenser avec de la nourriture, hein. Je fais ça et après je mangerai ça. On évite. Ça, là, on peut très vite verser dans le trouble alimentaire et c'est pas le but. On évite les récompenses dites matérielles sous forme de somme d'argent ou d'achat matériel. C'est pas terrible non plus. On proposera plutôt des libertés. C'est-à-dire que si, voilà, si l'ado respecte le contrat, fait le job, je me mets au travail le soir, je fais mes devoirs correctement, ce qu'il y a à faire est fait, eh bien, j'aurai le droit de sortir samedi soir, j'aurai le droit d'aller faire une journée de shopping pendant les vacances, j'aurai le droit de partir en camping cet été. Sous forme de liberté, ça fonctionne assez bien. Mmh. Et ça marche aussi, enfin, c'est en rapport avec la confiance. On évite la pression. La pression descendante des parents, c'est peu productif en général. On évite les menaces, ça sort très vite, hein. Et on évite les petites phrases assassines qui viennent souvent, d'un vécu, hein, personnel des parents, et il y a quelque chose qui se rejoue à ce moment-là, et là on se met à tout mélanger en tant que parent et c'est pas bon du tout. L'ado le sent, il va vous renvoyer, dans votre coin et ça va pas fonctionner du tout. Donc on encourage, on valorise l'effort, on prévoit des petites libertés et puis on lui explique que c'est son job d'adolescent, hein. Il faut le faire. Mmh. Super, bah merci beaucoup pour tous ces conseils. Et alors maintenant, est-ce que tu as des méthodes pour l'ado, pour ceux peut-être qui sont plus autonomes? Est-ce que voilà, tu as des petites astuces pour eux, pour les aider, pour s'organiser? Alors pour les ados qui sont plus autonomes ou parce qu'ils sont seuls à la maison ou parce qu'ils sont un petit peu plus âgés, on va commencer par une sorte de préparation mentale, comme les athlètes, hein. On s'auto-encourage, on s'encourage tout seul, on se motive et on se rappelle, ses propres objectifs. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on va se mettre à faire des devoirs? Pourquoi on va y passer 1 heure? On se rappelle tout ça et le cerveau a besoin de ce qu'on appelle un engagement actif. C'est-à-dire qu'il faut s'y mettre et éviter tout distracteur. Donc on éloigne soi-même les écrans. Ça, c'est le plus difficile, hein, pour les ados, hein. Mais il y a pas le choix, hein. Sinon on n'est pas concentré, ça il faut qu'ils le sachent et on évite le multitâche. C'est-à-dire qu'on ne fait pas plusieurs choses en même temps. On range pas sa chambre en même temps qu'on ziote, une leçon d'histoire et qu'on répond, à son frère qui est en train de demander où sont, passées ses pantoufles. Donc on se met vraiment dans son petit rituel de travail, on s'encourage, on se met en engagement actif et on commence par ce qui nous plaît. Le cerveau va alors relâcher de la dopamine, toujours celle-ci, toujours l'hormone de la récompense. Et ce circuit dopaminergique, une fois qu'il est engagé, va permettre de maintenir la concentration. Donc on commence par ce qui nous plaît, ça nous met parfaitement en condition et on peut amorcer les tâches un peu plus difficiles. Mmh. Et lorsqu'il y a des tâches un peu plus difficiles, on essaie de morceler. Morceler, ça veut dire découper la tâche en plusieurs fois. D'où l'idée de planifier toutes les grosses évaluations qui vont avoir lieu. On le sait à l'avance en général. On essaie de planifier, se la découper en 3, c'est pas mal. Ça fait 3 petites collines à gravir plutôt qu'une seule grosse montagne la veille de l'évaluation. Ça aussi, le cerveau, il aime bien. Si ce sont des petites collines, il va pas rechigner à gravir la colline, alors qu'une montagne, il va rester en bas. C'est Mmh. même plus la peine au bout d'un moment, hein. Si l'on sent que la concentration s'affaiblit, on fait une petite pause. On regarde par la fenêtre ou bien on prend une vraie pause. Et ensuite, on s'y remet. Et si on a du mal à s'y remettre, on bouge. On mime, on chante, on danse, on marche dans sa chambre, on fait les 100 pas, on bouge. L'activité du corps permet un stockage plus efficace dans le cerveau. Et on arrive, le but, ce serait d'arriver à l'effet Ikea. Alors l'effet Ikea, c'est l'effet qu'on trouve quand on arrive à monter tout seul un meuble Ikea. Tout seul, de A à Z. C'est-à-dire qu'on a la fierté d'avoir accompli une tâche jusqu'au bout. Et là, encore une fois, c'est la dopamine qui est libérée, et ça, le cerveau va s'en souvenir pour la fois d'après, et sera un petit peu moins réfractaire à se mettre au devoir. Va se dire, rappelle-toi, ça procure quand même du plaisir. Mmh. Voilà, C'est génial. Plein de bonnes astuces et effectivement, on visualise bien le meuble Ikea. on parle à tout le monde, enfin aux adultes, hein. Du coup, j'ai envie de te poser une petite question, une situation que peuvent retrouver régulièrement les parents. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire
quand leur ado refuse de faire ses devoirs? Est-ce que tu as une méthode infaillible pour les aider? Il n'y a pas vraiment de méthode infaillible. C'est-à-dire que quand j'accompagne les adolescents dans leurs apprentissages, c'est vraiment là que l'accompagnement personnalisé prend toute son importance. C'est-à-dire que il va me dire pourquoi il n'arrive pas à se mettre au devoir. Et lorsque on a à peu près décrypté le blocage, hein, quel qu'il soit, là, on peut mettre des choses en place avec l'ado et on peut mettre des choses en place avec les parents. Une méthode infaillible, pas vraiment. Là, c'est pas évident de répondre là comme ça. C'est vraiment quelque chose de personnel parce qu'il y a toujours quelque chose de particulier qui se joue chez chacun, et les parents et les ados. Donc, il s'agit de décrypter tout ça. Après, voilà, toujours encourager. La seule méthode infaillible que je verrai, c'est vraiment toujours encourager. Ça peut pas ne pas marcher du tout. Ça peut pas ne pas marcher du tout. Communiquer avec son ado, lui dire qu'on est là, qu'on valorisera toujours les efforts et un peu moins les résultats. Si on voit qu'il y a eu des efforts, on va pas lui tomber dessus si les résultats sont pas à la hauteur. Mais après voilà, c'est là que se joue l'accompagnement personnalisé véritablement. D'accord. Oui, parce que du coup, toi, tu peux accompagner les ados directement en allant avec eux à leur domicile et tu les aides vraiment à faire les devoirs, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que là, voilà, il s'agit même des premières consultations, c'est les consultations diagnostiques, c'est là qu'on va en parler. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? C'est le moment des devoirs, c'est le moment des évals, c'est avec les parents, tu as trop de pression. On parle de tout ça et on met quelque chose en place à ce moment-là. Super. Et ben du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont certainement aussi des parents d'ados, et les ados, hein, ça concerne tout le monde. Il y aurait 2 combats à mener, à mon avis, si on parle de l'adolescence, en lien avec les apprentissages et les devoirs. Le premier, c'est les écrans. Vraiment limiter les écrans qui provoquent, on le sait maintenant avec les dernières découvertes, ce qu'on appelle un déficit attentionnel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui se jouent là-dedans. Les écrans leur prennent énormément de temps sur leur journée et sur leur sommeil, j'en parle après, et les déconnectent un petit peu aussi de la réalité. Et en plus, ils n'ont jamais besoin d'être concentrés sur ce qu'ils sont en train de regarder sur un écran. C'est-à-dire que c'est quelques secondes à 1 minute maximum, TikTok et compagnie, hein. Hmm. Donc en fait, la concentration, le potentiel de concentration diminue chez eux. Ils n'ont plus l'habitude, car ils n'ont plus besoin de se concentrer, et on le retrouve sur les apprentissages, hein. D'accord. Donc là, ça, c'est véritablement un gros problème. Et en plus, ça prend du temps sur le sommeil la plupart du temps, puisque ils sont à l'école, au collège, au lycée, la journée. Donc leurs écrans, ça se joue le soir, et ça prend du temps sur le sommeil. Et le sommeil est primordial en période d'adolescence. C'est là que toutes les connexions vont se renforcer dans le cerveau. Et c'est là que le tri des informations va s'opérer dans le cerveau. Un manque de sommeil, c'est clairement un apprentissage pas efficace du tout dans la journée. On le sait, le lien entre le manque de sommeil, la baisse des résultats scolaires, voire même le décrochage scolaire, il est clairement établi aujourd'hui. Donc les écrans, le sommeil. Les écrans à limiter, le sommeil à favoriser. Super. Ben, merci beaucoup pour ce super conseil et message. Alors pour finir, comment pouvons-nous te contacter et est-ce que tu es présente sur les réseaux? Alors, pour me contacter, téléphone ou internet, toutes les informations sont sur mon site www.homéostasie-neuroéducation.fr. Vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail, tout, et les infos sur mes prestations également. Je suis en cabinet aussi le samedi à l'Aire Familiale, place Tourny à Bordeaux. C'est une maison de soins avec une trentaine de praticiens qui travaillent autour de la famille. Et je suis également présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, sous homéostasie-eb, comme Elodie Bell. Super, ben dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, comme ça vous pourrez les retrouver très facilement. Et vraiment, merci beaucoup Elodie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça pourra vraiment donner des conseils et des astuces aux parents ou aux ados qui écouteront cet épisode. Merci à toi, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!